Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry, ceci est le 47e épisode. Dans cet épisode, je parle du bondage, présentation, pourquoi en faire, et ses variantes. Cet épisode est le premier d'une série de 3 épisodes dans lesquels je parle de bondage. J'ai préféré diviser en 3 épisodes séparés parce que sinon ça faisait trop long. Après avoir fait de premiers essais d'enregistrement, je me suis aperçu que vraiment c'était nécessaire de diviser en plusieurs épisodes, sinon ça faisait vraiment beaucoup trop long. J'avais divisé en 2 et finalement j'ai divisé en 3. Dans l'épisode suivant, qui sera donc le numéro 48, je parlerai des problèmes, risques et dangers qui existent quand on fait du bondage. Et dans le numéro 49, j'expliquerai comment vous lancer et éventuellement comment convaincre votre partenaire si vous êtes en couple par exemple. J'avais déjà rapidement présenté le bondage dans mon épisode numéro 2, où j'avais présenté qu'est-ce que le BDSM, mais évidemment j'étais resté plutôt en surface, donc ça s'imposait dans mon esprit de faire un certain nombre d'épisodes spécifiques au bondage, et là je me suis dit qu'il était vraiment temps de parler de ce sujet majeur, parce que vraiment le bondage c'est un des sujets majeurs dans le BDSM, de façon quand même beaucoup plus profonde, mais en restant dans le contexte du bondage en général, parce que évidemment je vais aussi faire, et j'ai déjà fait, des épisodes sur des sujets plus spécifiques qui concernent le bondage. Par exemple, peut-être que vous vous rappellerez avoir écouté mon épisode 40, dans lequel j'expliquais comment on peut faire du bondage avec des ceintures de judo. Je précise aussi avant de commencer que vous pourrez trouver une série d'articles sur mon site, à l'adresse univers-bdsm.info. En allant dans la rubrique Zone, vous trouverez une section qui s'appelle Bondage and Discipline, qui contient un certain nombre d'articles sur le bondage évidemment. Elle contient notamment un article qui s'appelle Votre premier bondage, nos idées et suggestions, qui reprend plus ou moins les grands points que je vais évoquer dans cet épisode-ci. Et vous trouverez aussi des articles qui expliquent par exemple comment choisir ses cordes, ou comment faire les nœuds, ou encore comment choisir ses menottes. Donc si vous voulez déjà aller plus loin, ces articles pourront vous intéresser. Première partie, présentation du bondage. Avant d'entrer dans les détails, je voudrais préciser une chose. À titre personnel, le bondage, c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est même la première chose que j'ai commencé à faire quand j'ai commencé à faire mes premiers pas, entre guillemets, dans le BDSM, il y a bien longtemps, quand j'étais adolescent en fait. Et pendant assez longtemps, ça a été mon centre d'intérêt numéro 1, pour ne pas dire exclusif. C'est plus tard que je me suis intéressé à d'autres choses, notamment le côté SM, sadomasochisme. Par conséquent, pour moi, ce sujet est vraiment un sujet très important et qui me tient particulièrement à cœur, évidemment. Alors qu'est-ce que c'est que le bondage? De quoi on parle exactement quand on parle de ça? Le bondage, c'est vraiment très simple en fait, c'est tout ce qui consiste à attacher quelqu'un ou bien à être attaché évidemment. C'est une catégorie qui est assez vaste, qui inclut un certain nombre de possibilités que je vais détailler tout à l'heure dans une partie suivante, et c'est quelque chose de très répandu. Parmi les pratiques du BDSM, c'est une de celles qui sont les plus répandues, les plus connues aussi, probablement avec la fessée. Et du point de vue fantasme, si on parle des fantasmes que les gens peuvent avoir dans des catégories d'activités qui sont rattachées au BDSM, ça fait partie aussi du top des fantasmes. Il suffit pour vous en convaincre d'aller regarder dans des films, des livres, des bandes dessinées, même non adultes, pour voir qu'il y a une certaine fascination pour ça, et vous pourrez trouver aisément des exemples, notamment dans des films ou des séries, où on voit des personnes qui sont attachées avec un sous-entendu sexuel qui est transparent, c'est-à-dire on voit bien qu'il y a un sous-entendu sexuel derrière. Je veux dire par là, en opposition avec par exemple un criminel qui attache quelqu'un lors d'une attaque de banque par exemple, où là évidemment il n'y a pas le sous-entendu sexuel, mais très très souvent on peut trouver des sous-entendus de ce genre-là. Et une chose qui est intéressante à noter, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ont soit des envies d'attacher ou d'être attachées, soit qui le font, et qui ne réalisent pas du tout que tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle de nos jours le BDSM. Puisque BDSM, ça commence par BD pour Bondage and Discipline. Je pense aussi, alors sans preuve scientifique, qu'il est fort probable que ce type de fantasme et éventuellement de pratique, avec un sous-entendu plus ou moins sexuel, sont probablement très présentes, beaucoup plus qu'on le soupçonne en fait, chez les enfants ou du moins chez les adolescents. Si on prend mon exemple, c'était exactement ça.
Comme il n'y a pas vraiment d'études du BDSM pour les mineurs, parce que ça poserait plein de problèmes, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, on n'est pas trop sûr de ce qui se passe exactement, mais quand on regarde un petit peu les témoignages des personnes qui se sont intéressées à ce genre de choses étant assez jeunes, comme moi par exemple, et qui témoignent ensuite, je pense qu'on peut quand même voir ça comme étant un des principaux intérêts, avec des choses aussi comme l'enfermement par exemple, que j'ai remarqué qui est aussi assez fréquent. Mais de façon générale, les fantasmes et les pratiques sont vraiment très répandus. Un autre point à noter qui est assez important aussi, c'est que quand on parle de bondage, en fait, je pense que dans presque tous les cas, sauf peut-être le shibari dont je vais reparler tout à l'heure, je pense donc que dans la plupart des cas, le bondage est une pratique qui est associée à d'autres pratiques BDSM. C'est-à-dire on ne le fait pas pour lui-même. Soit il est associé à d'autres pratiques BDSM, du genre du fouet par exemple, soit il peut être associé à des pratiques sexuelles, typiquement l'utilisation de sextoys par exemple. Mais de façon générale, je pense que c'est vraiment une de ces pratiques du BDSM qui existe plus en support, en complément d'un certain nombre d'autres pratiques, BDSM ou non BDSM éventuellement. Deuxième partie, pourquoi faire du bondage ? Comme pour beaucoup de choses dans le contexte du BDSM, une des grandes questions qui se posent souvent, notamment pour les personnes qui n'ont pas trop d'intérêt pour ce genre de choses, c'est pourquoi est-ce que les gens font des choses comme ça ? C'est particulièrement critique évidemment dans le cas de choses du genre sadomasochisme, notamment pour les pratiques du genre le fouet ou même simplement la fessée, mais même pour des choses qui ne sont pas entre guillemets choquantes à première vue, parce que le SM est toujours, ou presque toujours en tout cas, perçu comme étant quelque chose de sulfureux, pour ne pas dire plus. Pour le bondage, il y a quand même une question qui se pose quand on n'a pas d'intérêt pour ça, c'est toujours la même question, qui est comment ça se fait que des personnes aiment ça ? Alors évidemment, ça veut pas dire pour autant que tout le monde aime faire du bondage. Je précise quand même parce que quand on parle de BDSM, un des gros problèmes c'est que souvent on pense pas que parler de BDSM c'est parler d'un très grand nombre de pratiques. Ça veut pas dire pour autant qu'on soit obligé de toutes les faire ou même d'en faire obligatoirement parmi les 3 grandes catégories. Je rappelle, il y a la catégorie bondage and discipline, c'est tout ce qui est les attaches principalement. Vous avez la partie domination-soumission, tout le côté psychologique. Vous avez la partie sadomasochisme, tout le côté douleur. Il est parfaitement possible de faire du BDSM en ne faisant que, par exemple, du bondage ou que de la domination-soumission, etc. Par conséquent, on n'est pas du tout obligé d'aimer, par exemple, le SM. Il y a beaucoup de personnes qui font du BDSM et qui n'utilisent pas du tout les pratiques de type SM parce qu'elles aiment pas ça. C'est quelque chose de très répandu. J'insiste un peu sur ce point-là parce que c'est malheureusement souvent mal compris, un point qui est complètement oublié en fait, et c'est aussi une source d'incompréhension sur la réalité du BDSM. Alors pourquoi est-ce que on veut faire du bondage ? Il y a plusieurs possibilités qui évidemment varient selon les personnes, selon le contexte. Comme toujours, quand je parle de BDSM, je précise qu'il faut faire attention à ne pas trop généraliser, parce que c'est pas parce que telle personne vous dit « Ah oui, moi j'aime faire ça parce que ceci ou cela », que ce sera vrai pour une autre personne, évidemment. Mais c'est mieux quand même de le repréciser. Parmi les grandes raisons, vous pouvez trouver la première, à mon avis, c'est mettre quelqu'un à sa merci. Alors cette personne, ça peut être vous, ou ça peut être votre partenaire, bien entendu. Et là, l'idée, ça va être d'immobiliser quelqu'un, en fait, pour pouvoir ensuite avoir donc la personne qui est incapable d'échapper, par exemple, à des chatouilles, ou à des, entre guillemets, tortures, etc. Ou encore, tout simplement, parce qu'on l'oublie souvent, à des pratiques sexuelles du genre sextoy. Et bien évidemment, il y a le corollaire que je viens déjà d'évoquer, c'est aussi le côté se sentir à la merci, quand on est la personne qui est attachée. De façon toute simple, un aspect absolument évident, c'est l'aspect utilitaire d'attacher quelqu'un, ou de se faire attacher. C'est que ça permet d'éviter que la personne se débatte et s'échappe, c'est ce que je venais d'évoquer, et même si on ne trouve pas forcément en soi du plaisir à être à la merci, entre guillemets, ça permet de se livrer à plein de pratiques, tout en gardant un certain contrôle sur la personne qui est attachée, ou pour la personne qui est attachée, ne pas pouvoir s'échapper, etc. C'est quelque chose qui est important pour un certain nombre de pratiques, parce que il y a beaucoup de choses pour lesquelles on va, de façon naturelle, vouloir se débattre, tenter de s'échapper. L'exemple le plus facile à comprendre et qui n'est pas trop violent, c'est le coup des chatouilles, évidemment. Ça, les chatouilles, c'est quelque chose de classique, mais une chose est sûre, c'est que quand on fait ce genre de choses, en général, la personne qui est chatouillée, elle se débat beaucoup. Donc là, il y a vraiment un aspect utilitaire pour éviter que la personne ne se débatte trop. Une autre raison, qui bien entendu est aussi souvent reliée aux précédentes, c'est le côté sensation.
Alors, il y a la sensation, je l'ai évoqué tout à l'heure, d'être à la merci, etc. Mais là, je voulais parler des sensations physiques, notamment tout ce qui est la sensation d'avoir les cordes qui sont autour du corps. Vous voyez, quand on les enroule sur les membres, autour du corps de façon générale, ça peut donner des sensations sur la peau qui évidemment varient en fonction de ce qu'on fait, de ce qu'on utilise. Le meilleur exemple pour moi est l'utilisation de cordes de type sisal ou chanvre, qui sont des cordes qui sont très rêches, c'est-à-dire on sent vraiment quelque chose quand on les touche, parce qu'elles ont plein de petits poils qui dépassent de tous les côtés, et ça procure vraiment une sensation qui peut être assez forte. Après, ça dépend bien entendu du type de corde et de plein d'autres paramètres. Bien entendu, ce genre de sensation sur la peau, on aime ou on n'aime pas. Mais par exemple moi, la raison pour laquelle j'utilise souvent justement des cordes qui sont en sisal, c'est pour cette raison-là, c'est qu'elles sont rêches et qu'elles procurent une sensation assez forte quand elles sont mises sur la peau de quelqu'un. Enfin, vous avez un dernier aspect qui est un petit peu la même chose que le premier, vous allez me dire, c'est le côté domination mentale, le côté domination-soumission, hein. Alors, vous allez me dire, c'est un petit peu la même chose que de se mettre à la merci ou de se sentir à la merci de quelqu'un, mais je pense qu'on peut y voir éventuellement une différence, parce que on n'est pas obligé de vraiment apprécier le côté se sentir à la merci, justement, hein, le côté je peux pas m'échapper, je veux me débattre, et là, l'intérêt peut être plus un côté, donc, domination, c'est-à-dire la personne qui attache impose une restriction mentale, en fait, à travers les attaches. Alors franchement, on pourrait discuter sur ce point-là, on pourrait dire que c'est à peu près la même chose que ce que j'ai évoqué au départ, mais je pense qu'il y a des personnes qui le verront d'une façon un peu différente quand même. Il va de soi, je l'avais pas précisé, que tout ça, ça dépend beaucoup du contexte et surtout ça dépend de l'intensité. Parce que les sensations, par exemple, ne sont pas les mêmes si vous faites un petit tour du corps avec une corde que vous tendez à peine par rapport à un bondage super intense où vous mettez littéralement plusieurs mètres voire des dizaines de mètres autour de la personne en serrant fortement comme si vous étiez en train de vouloir faire un saucisson ou quelque chose du genre. Comme pour tout dans le BDSM, c'est très important de relativiser à ce niveau-là et de réaliser que l'intensité, ça change les choses. Et évidemment, on peut aimer ou ne pas aimer aussi en fonction de l'intensité. Il y a une grande différence entre porter une petite paire de menottes légères achetées en sex shop et être complètement, comme je viens de l'expliquer, saucissonné, totalement incapable de bouger, parce qu'il y a 1 ou 2 kilos, j'exagère, de cordes qui sont autour de la personne. Il y a une dernière chose que je voudrais préciser quand même. Il faut vraiment faire attention, et c'est quelque chose qui est assez général dans le BDSM, à ne pas tomber dans les idées reçues sexistes sur les hommes et les femmes dans le BDSM, en général, et ici donc dans le bondage. Ça devrait être évident, mais je le reprécise parce que je viens encore, au moment où j'enregistre cet épisode, de voir tout un tas d'excitations, d'esclandres, etc. sur Twitter et d'autres endroits, avec tous les fameux stéréotypes totalement usés et stupides, mais qui sont encore très présents, que c'est toujours les hommes qui sont ceci et c'est toujours les femmes qui sont cela. Alors je le reprécise, même si je devrais pas en avoir besoin, le bondage, ce n'est pas spécifique à qui que ce soit, on aime ça ou on n'aime pas, peu importe qu'on soit un homme ou une femme, ou tout ce que vous voulez, ça ne compte pas. On peut aimer attacher son partenaire ou sa partenaire, ou être attaché, ça dépend absolument pas de qui on est, ça dépend des goûts qu'on a. Probablement que ça vous paraît évident, mais je préfère quand même repréciser, parce que c'est un sujet qui est sensible, et il y a toujours des esprits chagrins pour aller attaquer le BDSM à cause de ce genre d'incompréhension, même si elles sont absolument ridicules. Troisième partie, les grands types de bondage. Comme je l'expliquais au début de cet épisode, le bondage, c'est tout simplement attacher quelqu'un ou se faire attacher, typiquement sur le lit. C'est donc vraiment une très grande catégorie qui inclut en fait énormément de choses, énormément de variantes possibles. Je vais maintenant essayer de vous lister, d'énumérer au moins les plus grandes catégories, même si probablement on pourrait discuter, en créer de nouvelles, ou bien dire que celles-ci et celles-là ne sont pas vraiment des catégories en soi, mais c'est pas très grave. Le but c'est de vous présenter un petit peu ce qui existe, ce qui est classique. La première chose dont je veux vous parler, c'est du shibari ou kinbaku. Si vous en avez jamais entendu parler, le shibari c'est une forme typiquement japonaise de bondage. Il est assez probable, si vous avez déjà regardé des photos ou des vidéos de BDSM, de bondage, que vous soyez tombé sur des photos comme ça. Par exemple, si vous regardez du porno japonais, vous verrez passer pas mal de shibari justement. Et si vous en regardez qui n'est pas japonais, vous pouvez aussi assez souvent en trouver parce que ça s'est pas mal diffusé, et de nos jours c'est relativement répandu un peu partout dans le monde. Alors le shibari c'est quelque chose d'un peu particulier parce que quand on parle de cette pratique, on parle généralement de techniques qui sont assez spécifiques,
qui ont donc été principalement importés du Japon. Et il y a une chose qui caractérise pas mal le shibari, même si on n'est pas obligé de le faire, c'est l'utilisation des suspensions, c'est-à-dire on attache quelqu'un, et cette personne elle est suspendue en l'air, c'est-à-dire qu'on a les cordes de shibari qui passent dans des anneaux, ou bien sur des bambous, bref, sur des attaches qui sont au niveau du plafond, de façon à ce que la personne qui est attachée soit vraiment suspendue dans les airs. Alors ces techniques-là sont dangereuses. Elles demandent vraiment du savoir-faire, elles demandent vraiment de faire attention. Même les pros ont parfois des accidents. J'ai eu des témoignages de personnes qui sont passionnées par ça, quasiment pros en fait, et qui ont eu des problèmes avec ça, alors qu'elles pratiquaient avec des personnes qui étaient expertes là-dedans. Souvent, on sépare un peu le shibari pour plusieurs raisons. Alors je vais pas entrer trop dans les détails, mais une des grandes raisons, c'est que il y a pas mal de personnes qui aiment bien faire du shibari, mais qui ne sont pas intéressés par ce qu'on appelle, de façon plus générale, le BDSM. Du coup, dans mes articles par exemple, je sépare toujours un peu le shibari en disant « Attention, c'est possible que vous rencontriez des personnes qui ne sont intéressées que par ça, et absolument pas par les autres aspects du BDSM. » Vous me direz, on pourrait un peu dire ça aussi du bondage, mais le shibari est à mon avis un peu plus distinct, il a des clubs particuliers qui sont dédiés que à son apprentissage, il a des ouvrages qui vous expliquent comment faire, enfin, il y a toute une gamme de choses qui existent autour de ça, qui, à mon avis, permet de le séparer un petit peu, même si c'est un peu arbitraire, de ce qu'on appelle le BDSM. Donc, personnellement, je préfère un petit peu le séparer, mais le shibari est une forme de bondage, si on prend le mot au sens le plus large. Bien entendu, je veux juste clarifier, on peut faire du shibari en étant relativement léger, c'est-à-dire en faisant des choses qui sont pas dangereuses, notamment en ne faisant pas de suspension. Et évidemment, à l'opposé, on peut faire des choses qui sont très intenses, mais qui là requièrent de l'entraînement, de l'expertise, évidemment. Donc pour finir sur le shibari, quand je parle dans des épisodes d'introduction au bondage, je veux vraiment parler de choses qui sont assez légères. C'est-à-dire, quand vous débutez, évidemment, vous n'allez pas commencer immédiatement à utiliser 3 pelotes de cordes, ou bien des grosses menottes en cuir cloutées qui valent des centaines d'euros. Vous allez faire des choses assez simples, c'est normal. Et c'est pour ça que dans les articles d'introduction et les épisodes où j'introduis des sujets, je présume, et je dis aussi explicitement, qu'on va parler de choses quand même qui sont relativement légères, de choses qu'on fait quand on commence à explorer. C'est normal. Si vous voulez vous lancer dans l'exploration du bondage façon shibari, donc entre guillemets à la japonaise, je conseille vraiment, c'est un aparté, d'aller plutôt tester ça dans un club pour qu'au moins on vous donne les bases. Il existe des livres, mais c'est quand même mieux d'aller, même si c'est pour des choses simples, au moins 1 ou 2 fois dans un club qu'on vous apprenne les choses de base. Et gardez à l'esprit que le shibari, dès qu'il devient un peu plus que quelque chose de basique, peut assez vite dériver vers des choses dangereuses. Parmi les autres grands types de bondage, vous avez ce que j'appelle le bondage improvisé. Le bondage improvisé, c'est vraiment tout bête. C'est quand vous vous dites « j'aimerais bien faire un petit essai » et que vous regardez autour de vous et que vous vous rendez compte le problème c'est que j'ai pas le matériel. Parce que qui dit bondage dit quand même un petit peu de matériel, forcément. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans le BDSM, notamment en domination-soumission, ou même des choses du genre sadomasochisme, sans avoir aucun matériel, mais pour le bondage, c'est attacher. Pour attacher, faut quelque chose, faut un accessoire minimal. Du coup, quand vous voulez juste faire un petit essai improvisé, vous vous retrouvez à vous poser la question « qu'est-ce que je peux utiliser ?» Parce que vous n'allez pas vous mettre, par exemple, s'il est 11h du soir, en quête d'un sex shop pour aller acheter des menottes ou de la corde spécialisée. Dans les accessoires improvisés, typiquement, on va trouver la ceinture de la robe de chambre, par exemple. C'est un classique. Ou bien si vous faites des arts martiaux, des ceintures d'arts martiaux. J'en avais parlé, si vous vous rappelez, dans mon épisode numéro 40. Après, bien sûr, on peut aussi avoir sur place déjà, sans faire d'achat particulier, sans faire de recherche particulière, tout simplement des cordes, et là c'est un autre grand type de bondage, probablement le plus connu, ou en tout cas un de ceux auxquels on pense le plus immédiatement quand on évoque le bondage, quand on évoque d'attacher quelqu'un, c'est tout simplement d'utiliser une corde. Alors je fais un aparté, les cordes c'est super, moi j'en utilise beaucoup, mais faut quand même se méfier, faut pas utiliser n'importe quoi, n'importe comment, notamment il y a des problèmes de diamètre de corde, etc. Si le sujet vous intéresse, je vous recommande vraiment d'aller lire mon article sur les cordes, j'ai indiqué tout à l'heure où il était, dans la rubrique Bondage and Discipline sur mon site. Vous y trouverez une discussion relativement complète qui vous dira, voilà, le type de corde qui est bien, le type de corde qui est à éviter, et qui vous avertira de tous les risques potentiels. Évidemment, quand on dit corde, on dit aussi nœud, parce que les cordes elles tiennent pas toutes seules, c'est évident, mais ça va mieux en le disant. Et là, on tombe dans un des soucis majeurs quand on veut débuter, c'est qu'on se dit, quel nœud je dois utiliser, point d'interrogation.
Et ça devient vite une vraie question, et c'est un tourment parce que quand on y réfléchit, on se dit c'est assez risqué, non, je vais pas pouvoir les défaire, enfin, il y a plein de problèmes. Alors, pour avoir une réponse à cette question, je vous recommande mon article sur les nœuds, qui présente exactement quels nœuds on peut utiliser, et qui vous montrera que c'est super facile en fait, et que les nœuds les plus basiques sont ceux qu'il faut utiliser, qui sont largement suffisants. Il y a plein de possibilités d'utiliser des choses compliquées, mais surtout quand on débute, les nœuds les plus basiques qui soient, et si vous lisez mon article, vous serez vraiment surpris ou surprise, ce sont vraiment les nœuds les plus basiques. Et pourtant, ça suffit largement. Donc si vous voulez faire ce genre d'essai, je recommande d'aller jeter un petit œil rapide à cet article dédié aux nœuds. Un autre aspect important des cordes, pour moi, je l'avais déjà évoqué tout à l'heure, donc là je le recite rapidement, c'est le côté sensation. Tout à l'heure j'ai parlé du shibari, le shibari ça repose beaucoup aussi sur les sensations, mais là, je voudrais parler aussi des sensations qui ne sont pas présentes dans le shibari, et que j'avais évoqué tout à l'heure, c'est le côté, par exemple, des cordes rêches, c'est-à-dire qui vraiment, quand on les touche, c'est pas qu'elles vous chatouillent, mais c'est qu'elles vous gratouillent, oserais-je dire, et ça, c'est une sensation qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui est intéressante. Donc c'est vraiment un aspect d'utilisation des cordes qui n'est pas à négliger, ce côté sensation. Ensuite, encore un grand type ultra connu, ce sont évidemment les menottes. Alors là, bien entendu, vous êtes obligé d'aller dans un sex shop par exemple ou les commander par internet, évidemment. Si le sujet vous intéresse, et franchement je vous recommande de vous y intéresser parce que c'est un des meilleurs moyens de faire du bondage, et probablement le moins risqué, je recommande vraiment d'aller lire mon article qui présente les différents types de menottes. Il est toujours dans la même rubrique que je venais d'indiquer, Bondage and Discipline, sur mon site. Les menottes, c'est tout un sujet, donc ici je vais abréger. Tout ce que je vais vous dire, c'est que il est tout à fait possible d'en trouver des basiques, légères, simples, et qui sont pas chères. Et en fait, surtout quand on débute, franchement, ce sont celles-là qui sont les mieux. Ça sert à rien d'acheter des modèles qui sont lourds, compliqués et chers, alors que des petites menottes avec du scratch sont très largement suffisantes, et elles sont rassurantes aussi. Encore un autre type de bondage, ça consiste à utiliser d'autres types de liens. Quand on parle de bondage, on pense presque tout de suite soit à des menottes, soit à des cordes. C'est normal, surtout quand on débute. Mais en fait, si vous allez regarder un petit peu ce qu'on voit sur les sites internet, sur les sites notamment dédiés au BDSM, vous pouvez avoir de sérieuses surprises sur le type d'accessoires, de liens qui sont utilisés. Il y a des choses, vous n'y penseriez pas du tout. Ça peut être tout simplement des rubans, et ça peut aller jusqu'à des choses qui ont de quoi faire un peu peur, comme par exemple des barbelés. Et oui, il y a vraiment des gens parfois qui utilisent des barbelés pour faire du bondage. Je pense qu'il est inutile de vous dire que je conseille vraiment pas de faire ce genre de choses, surtout si vous débutez. Enfin, une dernière catégorie qui est très différente de ce que je viens de présenter, même s'il y a des points communs, c'est le self-bondage. Le self-bondage, ça veut dire tout simplement qu'on s'attache soi-même. C'est quelque chose qui est plus répandu qu'on pourrait le penser, même si, en fait, il n'y a pas tant de gens qui le font, sauf pour, bien entendu, faire un premier essai. Typiquement, vous venez d'acheter une corde de shibari, des menottes, vous les essayez sur vous, histoire de voir, pour les menottes par exemple, comment les poser, comment les enlever. Pour les cordes, vous pouvez tester la sensation sur vous avant d'aller tester sur votre partenaire, ou avant de lui demander de les utiliser sur vous. Mais là, le self-bondage, ça va plus loin que ça. C'est vraiment l'idée que quelqu'un utilise typiquement des cordes pour s'attacher sans avoir personne pour aider. Je pense que vous n'avez pas de mal à comprendre que c'est pas évident du tout, parce que ça pose plein de problèmes. Par exemple, comment faire pour s'attacher bien quand même, alors que c'est déjà assez difficile souvent d'attacher une tierce personne. Et surtout, je pense que vous avez tout de suite pensé au gros problème, c'est comment est-ce qu'on fait pour se détacher. Parce que là, j'insiste, c'est vraiment quand on est seul. Ça va être typiquement une personne qui est chez elle toute seule, assise sur son lit, ou allongée sur son lit. Donc une fois que la personne, elle s'est emmitouflée dans tout un tas de liens, il faut avoir un moyen pour se défaire de tous ces liens. Et je pense qu'il n'est pas vraiment nécessaire de vous dire que parfois les gens ils en sont pas capables. Bref, c'est une pratique qui est connue. J'ai vu passer pas mal de gens qui en font à différents degrés. Il existe un certain nombre de techniques tout à fait spécifiques à ça, pour arriver à faire donc des nœuds en étant seul, et ensuite être capable de les défaire. Il y a différentes possibilités, j'entre pas dans les détails, mais c'est quelque chose qui est vraiment réservé aux gens qui sont dans ce type d'activité, et ça reste quand même assez dangereux, c'est pas le genre de choses que je vous recommande de faire en fait. Bien sûr, si vous voulez juste essayer de vous lier les chevilles pour voir quelle sensation ça fait, pour ensuite demander à ce qu'on vous le fasse ou aller le faire à votre copain ou à votre copine, c'est pas un problème. Mais là, on parle vraiment de bondage où la personne, elle peut plus bouger, entre guillemets. Donc c'est dangereux, c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça quand on débute, c'est pas quelque chose qu'on peut improviser. Mais comme c'est quelque chose d'assez connu et qu'on rencontre de temps en temps, je me devais de le citer bien entendu.
Personnellement, ce que je recommande, si vous voulez faire des essais de bondage, si vous en avez jamais fait avant, le mieux c'est, à mon avis, d'utiliser des menottes, de base, ce que je viens de dire tout à l'heure, ou bien si ce qui vous tente c'est plus le côté corde, avec évidemment une différence au niveau des sensations, et puis rien n'empêche de faire menottes et corde, là le mieux c'est que vous alliez vraiment consulter mon article qui explique comment choisir les bonnes cordes, mais je vous donne sa conclusion, quand on débute, qu'on sait pas trop ce qu'on veut et qu'on veut pas s'embêter, le plus simple c'est d'acheter des cordes faites pour le shibari, mais qu'on utilise juste pour se ligoter ou pour ligoter son ou sa partenaire. C'est-à-dire on n'est pas obligé d'utiliser les cordes de shibari pour faire du shibari, on peut tout simplement les utiliser pour entourer le corps, pour faire des sensations, ou pour faire des choses très basiques, très simples. Si vous voulez un peu plus d'infos à ce niveau-là, je conseille vraiment d'aller lire mes articles. Je vais donc m'arrêter ici pour ce premier épisode dans lequel j'ai fait, comme vous l'avez vu, une présentation assez générale du sujet. Si vous connaissiez déjà un tout petit peu le bondage, je pense que vous avez absolument rien appris dans cet épisode. Par contre, si vous connaissiez pas, ça vous aura donné, j'espère, un minimum d'informations pour un peu remettre les choses en place, parce que vous avez vu, il y a vraiment rien qui soit absolument extraordinaire là-dedans. C'était juste une présentation pour remettre les choses en place, tout remettre à plat, et pour essayer de donner un petit peu une vision globale avec tous les angles et tous les types de bondage qui sont habituellement utilisés ou pratiqués. Le bondage, c'est vraiment, mais alors vraiment, une des très grandes pratiques du BDSM. J'ai déjà dit depuis très longtemps, ça fait des années que j'explique qu'il y a, en France par exemple, énormément de personnes qui font du BDSM. C'est très répandu, beaucoup plus qu'on n'imagine. Mais j'ai aussi expliqué qu'il y a beaucoup de personnes qui font des pratiques qu'on rattache à ce qu'on appelle de nos jours le BDSM, sans vraiment se rendre compte que c'est du BDSM. Et parmi ces pratiques-là, je pense que les deux qui sont les plus répandues, et en tout cas celles qui sont vraiment le plus directement rattachées au BDSM, ce sont les fessées, les choses de ce genre-là, et le bondage, tout ce qui est les attaches. C'est tellement classique, tellement basique, tellement banal, je suis certain que vous pouvez demander, même autour de vous, si vous pouviez en parler ouvertement, à telle ou telle personne que vous connaissez, des amis, des relations, même des collègues, si on pouvait en parler vraiment ouvertement de ce qu'on fait au lit, vous auriez un nombre considérable de personnes qui diraient soit fantasmer sur attacher le copain ou la copine ou se faire attacher, soit carrément le faire. C'est vraiment tellement classique, tellement répandu, pour moi, c'est presque indissociable du BDSM au sens large. Je vous rappelle, on n'est pas obligé de faire toutes les pratiques du BDSM pour dire je fais du BDSM. Le terme BDSM, c'est juste un espèce de terme chapeau qui regroupe de façon assez arbitraire tout un tas de pratiques pour pouvoir discuter un peu plus facilement. C'est la seule vraie raison pour laquelle on a créé ce terme-là. Mais il faut pas le prendre trop au sérieux, c'est-à-dire on n'est pas obligé de tout faire, de tout connaître, de tout apprécier pour en faire du BDSM. On peut très bien n'aimer que telle ou telle partie, ou bien n'aimer que 1, 2, 3 pratiques. Mais si on regarde quand même globalement, pour moi, vraiment, dans ma perception, je pense que un des grands fondamentaux, c'est le bondage. Je pense que c'est si répandu, alors c'est une perception personnelle, je prétends pas que ce soit rigoureux scientifiquement, je pense que c'est si répandu que c'est probablement un nombre assez faible, une minorité en fait, de personnes qui font des activités qu'on rattache au BDSM et qui ne font pas du tout de choses du type bondage. Franchement, je serais surpris si j'apprenais qu'il y a un nombre important de personnes qui vraiment n'aiment pas du tout ça, et ne veulent pas en faire. Parce qu'après, ne pas pouvoir en faire, parce qu'on n'a pas trouvé les bonnes personnes, ça c'est une autre discussion. En résumé, le bondage, c'est super, c'est très répandu, ça plaît beaucoup, et il y a des raisons à ça, c'est parce que c'est vraiment très sympa d'en faire. Ça a aussi le gros avantage d'être facile à faire, c'est-à-dire pour faire des choses relativement simples, basiques, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, il suffit d'une dizaine, peut-être 20 € pour avoir le matériel minimal. Il n'y a pas tellement besoin de beaucoup de connaissances, il suffit de réfléchir un petit peu en fait et on évite la plupart des problèmes. Et on obtient une très bonne satisfaction même avec des choses basiques. Si vous regardez même ce que moi je fais, moi qui suis à fond dans le BDSM et qui suis à fond dans le bondage, c'est une des choses que je préfère, la plupart du temps je me contente de choses assez basiques en fait, mais qui sont très satisfaisantes. Juste pouvoir attacher quelqu'un sur mon lit par exemple avec de simples menottes de base, c'est super déjà. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Même si après, rien n'empêche aussi d'aller beaucoup plus loin. Donc franchement, quand on fait des choses de base et quand on utilise, comme je le dis toujours, son bon sens et son cerveau, il devrait pas y avoir vraiment trop de risques. Cela dit, il y a quand même des choses qui sont bonnes à savoir. Il y a certains problèmes, certains risques potentiels, un certain nombre de soucis,
Ça va depuis le choix des cordes par exemple ou des menottes, jusqu'à quelle durée, quelle position. Comme pour tout, il y a quand même la possibilité d'avoir des soucis, et il y a quand même certaines choses qui peuvent être dangereuses. Du coup, j'ai donc mon prochain épisode, le numéro 48, qui va être dédié uniquement à ça, qui va vous expliquer les choses qui sont pas forcément totalement évidentes, et surtout, qui va relativiser tout ça. Parce que un des grands problèmes, quand on parle du BDSM, quand on parle des dangers, etc., c'est qu'il y a beaucoup d'exagération, beaucoup de problèmes de mise en contexte, c'est-à-dire le contexte il est oublié, on vous donne des grands avertissements généraux, mais ces avertissements souvent ils ne tiennent pas la route dans votre cas parce que vous n'êtes pas dans la situation à laquelle la personne qui fait l'avertissement pense. Et ça c'est un problème majeur, j'en ai déjà parlé pas mal de fois. Quand il y a des avertissements, quand il y a des excitations sur « oh là là c'est dangereux, oh là là sécurité, oh là là ceci, cela », la plupart du temps, le contexte il est pas donné, et donc les avertissements, ils ont soit pas trop de sens, soit pas de sens du tout. C'est un peu gênant. Donc dans cet épisode dédié à tout ça, je vais relativiser, mais je vais quand même vous dire qu'est-ce qu'il faut garder en tête, de quoi il faut quand même se méfier. Enfin, évidemment, un des grands problèmes qui se pose à toutes les personnes qui débutent, vous avez le souci de soit convaincre votre partenaire de bien vouloir vous attacher ou d'accepter d'être attaché. C'est pas toujours évident, évidemment, parce qu'il y a quand même beaucoup, je vous apprends rien, de préjugés, d'idées fausses, etc., de choses un peu alarmantes sur le BDSM, et le bondage, par nature, ça vous met à la merci de quelqu'un, ou bien vous mettez quelqu'un à votre merci. Donc évidemment, de ce point de vue, c'est carrément une des activités BDSM les plus potentiellement risquées, soit pour vous si vous voulez être attaché, soit pour la personne qui est attachée. Du coup, c'est pas toujours évident de convaincre quelqu'un de se laisser mettre comme ça dans tout un tas de liens ou juste avec des menottes, même si c'est un peu basique, parce que la personne, elle a de quoi avoir un petit peu peur en se disant « ouais, mais tu peux quand même faire ce que tu veux avec moi, donc j'hésite ». Et si vous n'êtes pas en couple, il y a de quoi vraiment hésiter, et il y a de bonnes raisons pour hésiter. Et puis, évidemment, même avant de vouloir trouver quelqu'un, de vouloir convaincre votre partenaire de faire de petits essais au moins, vous avez des questions sur comment faire vous-même quelques petits essais, comment faire pour vous lancer, bref, comment démarrer tout ça. Toutes ces questions, elles sont super importantes. Je le sais parce que je me les suis posées, évidemment, quand j'ai débuté, il y a bien longtemps maintenant, mais je me les suis posées. Et tout ça, j'y répondrai dans le 49e épisode, qui sera dédié à ça parce que c'est un sujet tellement important qu'il méritait vraiment qu'on y passe du temps, et je me suis dit, ça vaut la peine de tout détailler. Maintenant que je vous ai un petit peu présenté donc qu'est-ce que c'est le bondage de façon plus précise, je pense que vous allez vraiment avoir envie d'écouter les 2 épisodes suivants, et je le recommande vraiment si le sujet vous intéresse. Et ce que j'espère, c'est que si vous connaissiez pas vraiment toutes ces choses-là, si vous aviez encore des doutes sur de quoi il s'agit, j'espère que ce que je vous ai présenté aura vraiment remis à plat toutes les questions que vous pouviez vous poser sur qu'est-ce que c'est que ces pratiques et surtout pourquoi on va en faire, parce que c'est quand même peut-être le point le plus important au départ, parce qu'on peut se poser légitimement vraiment la question, comme je disais tout à l'heure. Et si vous n'aviez pas encore eu vraiment d'intérêt sur ce sujet, peut-être que ça vous aura donné envie de vous lancer. Je me répète, le bondage c'est vraiment super. C'est une expérience vraiment très intéressante. Et je me répète une dernière fois, on n'est pas obligé de faire des choses super compliquées, super intenses, même des choses très basiques peuvent beaucoup apporter et peuvent beaucoup épicer vos soirées sexy entre guillemets, même si vous n'êtes pas comme moi par exemple, quelqu'un qui est ou qui sera ou qui veut être à fond dans les pratiques de type BDSM. Donc si vous voulez vous y mettre, n'hésitez pas, écoutez mes 2 épisodes qui vont venir, et pensez à aller lire les articles que j'avais cités tout à l'heure, qui sont donc dans la catégorie Bondage en discipline sur mon site. Ça vous donnera tout le complément d'information qui est nécessaire pour démarrer ce genre d'activité. J'espère que cet épisode vous aura intéressé et qu'il vous aura plu. Si vous avez des remarques, des questions, des suggestions, des idées pour de nouveaux épisodes de podcast ou pour des articles pour mon site, n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez trouver sur mon site univers-bdsm.info une page contact qui contient un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message en restant anonyme si vous le désirez. Sur cette même page, vous trouvez aussi mon adresse email si vous voulez m'écrire directement, et vous trouverez aussi mon adresse email sur le site du podcast à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, ne vous privez pas, je suis toujours très intéressé par tous les retours qu'on peut me faire. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.